Alors, Karine Curté, je suis la maman d'Arthur qui est tombé malade en mars 2011, diagnostiqué pour un séminome avec une tumeur médiastinale, c'est-à-dire une tumeur qui se situait ici, qui faisait 16 cm de diamètre. Il a été hospitalisé dans un centre pour adultes. Il avait alors 16 ans, mais c'était l'équilibre entre la pédiatrie et l'adulte, où on nous a proposé un traitement. Et Arthur a très bien réagi à la chimio. 3 mois après, on nous a dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, il est soigné. Bon, bilan d'extension régulier. Au mois de novembre, Arthur était très fatigué. Et on fait le bilan chez le médecin qui nous dit non, mais c'est de la fatigue psychologique, etc. Bon. Nous, on trouvait qu'Arthur se remettait vraiment pas des chimios. Et puis, donc, on laisse passer les choses. 2 mois après, fin janvier, Arthur avait de nouveau mal au dos parce que les premiers signes pour lui, ça avait été une douleur dans le dos. On passe une radio et on s'aperçoit qu'il y a un épanchement. Donc, on nous renvoie très rapidement au centre d'oncologie où là, on nous dit, bon, écoutez, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais on va faire toutes sortes d'examens. Il y a quand même quelque chose qui nous gêne, on va faire une biopsie. Bon. Ils font une biopsie. Au bout de 15 jours, ils nous disent, oui, bon, bah, écoutez, c'est une rechute. Et puis là, on a commencé à avoir des suspicions sur les traitements qui nous étaient donnés. Parce que quand on est allé voir le médecin, il nous a dit très clairement, écoute Arthur, tu n'as pas tout à fait l'âge, tu n'as pas 18 ans, mais on a un traitement qui est super bien, c'est un super protocole, tu verras, on va se débrouiller pour les papiers, on va te faire ce traitement-là. Quand je suis ressortie de l'hôpital avec Arthur, et c'est là où c'est très violent pour les parents, parce que mon fils, dans la voiture, me dit « Mais maman, tu crois pas qu'il m'a vraiment pris pour un pigeon et qu'il m'a fait le vendeur de voiture, qu'il essayait de me vendre un traitement ?» mais qu'au fond, je ne suis pas si sûre que ça, que c'était un bon traitement. Qu'est-ce que vous dites à votre enfant, ou vous-même, vous avez des doutes sur ce qui vous a été raconté, vous lui dites « T'as raison, on ne va pas y aller, c'est n'importe quoi ce qu'il nous raconte, on va chercher un deuxième avis », d'abord parce que vous ne savez pas où trouver un deuxième avis. Vous avez été déjà obligé de vous transformer en oncologue en 15 jours pour essayer de comprendre ce qu'on vous raconte, essayer de ne pas se faire avoir. Est-ce qu'il faut faire trop de chimio, pas assez de chimio? Est-ce qu'on en a fait trop? Est-ce qu'il faut arrêter avant? Est-ce qu'il faut faire de l'opération? Est-ce qu'il faut faire de la radiothérapie? Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui n'est pas? Vous essayez déjà en un temps record de comprendre ce qu'on vous raconte. Donc Arthur commence un traitement où on nous avait expliqué qu'il allait falloir faire 3 cures de chimiothérapie pour pouvoir faire une cytaphérèse, c'est-à-dire une collecte de cellules souches, que pour ça, on allait donner une intensification chimiothérapique et qu'ensuite, il irait en en chambre stérile. Sauf qu'Arthur, il avait décrété qu'il n'irait pas en chambre stérile et qu'il était hors de question qu'il fasse cette partie du traitement. Donc et on nous avait aussi expliqué qu'il fallait absolument que cette cytaphérèse fonctionne parce qu'il en était vraiment de la suite du traitement, sachant qu'à ce moment-là, on ne nous a jamais dit qu'il avait rechuté avec une forme de cancer extrêmement grave, beaucoup plus grave que son cancer d'origine. Donc on fait l'intensification, la stimulation, puis on va faire la cytaphérèse. La cytaphérèse, c'est quand ils font un traitement pour collecter les cellules souches, c'est-à-dire c'est un traitement où Arthur était branché sur une machine et il filtre le sang pour collecter les cellules souches. Et là, on était en fait dans la salle où Arthur faisait la cytaphérèse, et puis l'infirmière arrive et puis dit « Oh là là, ça va pas du tout, je suis vraiment pas contente ». Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fait, c'est pas bon. Le niveau de cellules souches n'est pas bon. Donc là, je commençais un peu à voir rouge en disant, mais attendez, c'est quoi votre histoire là? On a fait l'intensification, on a fait on a fait la stimulation, on a fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dit, de toutes les façons, si vous refaites le même protocole avec les mêmes délais, la prochaine fois, ça sera le même résultat, parce que la machine de cytaphérèse, elle ne fonctionne pas le samedi et le dimanche. Et il y a 4 jours où on peut collecter cellules souches qui allait retomber 2 jours sur le week-end. Et puis le médecin nous avait dit, de toute façon, tu t'inquiètes pas trop, Arthur, si la cytaphérèse ne fonctionne pas, la Sécu nous demande de faire 2 essais avec les protocoles normaux, mais si ça ne marche pas, on va pouvoir te faire un super traitement à 54 000 €. Alors mon fils, qui était quand même pas complètement débile, me dit, mais ils me prennent vraiment pour un cobaye. À ce stade-là, on commençait à se poser la question de savoir si effectivement on n'était pas rentré dans un protocole. Donc là-dessus, je dis, bon, écoute, de toutes les façons, à protocole équivalent, résultat équivalent, donc moi, il va falloir qu'il me donne des explications, sinon, on n'y retourne pas. Sachant que vous ne savez pas où vous adresser, à qui je m'adresse. Un deuxième avis, c'est bien, mais un deuxième avis, il fallait trouver quelqu'un qui ne pensait pas comme eux. Donc c'était ça la grosse difficulté. Donc j'écris un mail au service en disant, bon, quel protocole allez-vous faire la prochaine fois?
Il dit, bah, en fait, on va faire le même. Je dis, bon, écoutez, de toute façon, Arthur n'est pas d'accord. Il a l'impression que de toute façon, vous ne savez pas ce que vous faites, sentiment que je partage. Et puis, nous voudrions un soutien psychologique. Donc là, les médecins, suite à ce mail voix rouge, m'appellent. Je ne leur réponds pas au téléphone. Et me convoquent en me disant « Il faut absolument reprendre le traitement, c'est très important. » À l'époque, on ne savait pas qu'Arthur avait été enrôlé dans un essai thérapeutique. Il ne nous l'avait pas dit, on n'a rien signé, on ne nous a rien présenté. Donc, je vais à l'hôpital, le médecin me convoque et me dit bon voilà, on n'est même pas sûr du tout de sauver votre fils, vous êtes une folle furieuse, de toutes les manières, vous avez demandé un soutien psychologique, ben, bienvenue dans la réalité madame, de l'argent il n'y en a pas, alors du soutien psychologique vous n'en aurez pas. Alors je dis mais vous vous rendez compte ce que vous venez de me dire? Vous venez de me dire que mon fils allait probablement pas s'en sortir et vous me dites que je dois... Qu'est-ce que je vais faire moi? Comment je fais? Je dois passer 3 jours en chimio avec mon fils, dans la chambre à côté de lui, en sachant qu'il va mourir, et vous me dites qu'il faut que je fasse comme ça? Bah écoutez, vous allez trouver les ressources en vous. Donc là, je demande à changer de médecin. Donc j'interdis au médecin chef de service d'approcher de mon fils, de s'approcher de moi. Donc tout ça, c'était au centre anti-cancer de Nice. Et puis j'avais eu un ami médecin qui m'a dit, écoute, le matin où je devais avoir cet entretien avec les médecins, où j'hésitais à aller, il me dit, écoute, j'ai rencontré une oncologue pédiatre à Garches, qui est vraiment formidable. Si tu veux, appelle-la. Donc avant d'aller à l'entretien avec le médecin, j'étais en plus dans la naïveté de penser que les médecins travaillaient ensemble. J'appelle Nicole en disant, voilà, mon fils est hospitalisé, est-ce que vous pourriez superviser les traitements, est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Bon, je comprends à demi-mot que Nicole me dit, bah, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité. Hein. On est plutôt pas tout à fait amis parce qu'en plus on a eu d'autres enfants qui ont été soignés à Nice avec qui on a eu des problèmes aussi. Me dit, mais s'il faut que je récupère votre fils, je récupérerai votre fils. Donc je suis allée aussi en sachant que j'avais une alternative pour mon fils. Donc je suis reçue par ces médecins, je retourne dans la chambre de mon fils, où là, les médecins ne voulaient rien nous dire. Ils n'ont pas voulu dire à mon fils même ce qu'il avait. Et puis le médecin dit, bon écoute Arthur, de toutes les façons, tu t'inquiètes pas. Donc finalement, ta cytaphérèse n'a pas bien fonctionné, on n'a pas du tout collecté suffisamment de cellules souches. Et puis la personne qui décongèle les cellules souches nous a dit que comme on avait fait de l'hyperstimulation, de toute façon c'était un peu de la mauvaise soupe, donc il valait mieux qu'on recommence. Mais là, pour le coup, on va bientôt pouvoir te faire le traitement à 54 000 €. Donc là, je commençais vraiment à m'inquiéter parce que vraiment on avait ce sentiment d'être un cobaye. Même s'ils ne vous le disent pas, ils ne vous parlent de rien, mais à la fin ils sont tellement habitués à vendre leur protocole et à ce que les gens leur réclament des traitements, parce que c'était une discussion qu'on avait eue avec Arthur sur la première partie où il avait été malade, et on avait rencontré à l'hôpital un patient adulte qui nous avait dit bah, moi voilà, le médecin m'a annoncé que j'avais un cancer qui n'est pas curable, donc il m'a proposé de rentrer dans un essai thérapeutique. Donc je ne sais pas si je suis dans le bras où il y a le placebo ou dans le bras qui a le médicament, mais le médicament en fait est validé aux États-Unis, fonctionne là-bas. Et avec Arthur, c'était une discussion qu'on avait eue, on s'était dit mais jamais on aurait accepté une telle position. D'ici un médicament qui marche, on fera tout, on ira le chercher. Donc on était un tout petit peu sensibilisés, bien qu'ils n'ont jamais prononcé le mot d'essai thérapeutique avec nous. Donc là-dessus, Arthur, quand on ressort des 3 jours de chimio, l'infirmière lui dit, écoute, viens visiter la chambre stérile, si tu vois ce que c'est, ça sera moins angoissant pour toi. Et quelque part, c'est ce qui a sauvé Arthur de rester dans ce centre-là, parce qu'il avait dit, de toute façon, il est hors de question que j'avais passé 3 fois un mois dans une chambre stérile, je n'irai pas. Et le fait qu'il l'ait visité a fait qu'il a dit, écoute, maman, je viens de faire 3 cures de chimio, je me sens mieux. Il ne savait pas qu'il avait rechuté sur quelque chose de beaucoup plus grave, hein, non plus. Dis-moi, tant pis, je prends le risque, j'arrête les traitements, puis si je rechute, bah, je referai des traitements plus tard. Donc là, je lui ai dit, écoute, j'ai entendu parler d'un autre médecin, on peut voir avec cet autre médecin si tu veux. Donc Arthur me dit, mais maman, tu es médecin parisien, c'est bon, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des bons médecins. Donc je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe, Arthur. C'est quand on va chercher un deuxième avis, on va chercher un avis de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autres, en principe, pour se faire une vraie opinion. Or, ce médecin-là, justement, généralement, n'est pas d'accord avec les autres. Donc, on est allé dans le service du docteur de l'Épine, où Arthur a été soigné jusqu'à temps qu'il décède. Bon, ce qu'avait dit mon fils, en tout cas, il m'a dit...
quand on est arrivé dans le service, c'est l'impression qu'on a eue. C'était, on arrivait tous en disant est-ce que tu te rends compte de ce qui m'est arrivé à moi? Et là, on a constaté que tous les patients avaient le même vécu que nous et que finalement, on avait l'impression d'être arrivés comme si on s'était échappé d'un camp de concentration, parce que c'était vraiment les termes qui étaient employés par les patients, les familles des patients quand on en discutait entre nous. Et qu'à l'idée que le service ferme, ce qu'avait dit mon fils et ce qu'ont dit d'autres patients, c'est si le service ferme, j'arrêterai de me faire soigner, je n'irai pas me faire soigner ailleurs. Parce que repartir dans un hôpital duquel on était venu ou un équivalent, qui est 95% des hôpitaux en oncologie pédiatrique en France, c'était retourner dans un camp de concentration. C'est comme ça que c'était vécu. Et les patients, en tout cas mon fils, avait dit je ne retournerai pas si le service ferme, j'arrêterai de me faire soigner. Et je n'accepterai pas de retourner dans un centre où je serais utilisée comme un cobaye. Parce qu'effectivement, quand j'ai demandé le dossier, je me suis aperçue qu'ils avaient inscrit mon fils dans un essai thérapeutique. Et en fait, à ce stade, j'ai fait un recours à l'Europe contre la France, contre le monopole des traitements. Ça, c'est la première démarche. Le recours est en cours à l'Europe aujourd'hui. La plainte a été jugée recevable. Je l'ai déposée en juillet l'année dernière. Elle est à l'instruction. En ce qui concerne l'hôpital, c'est pour moi un combat presque secondaire. Mon combat principal aujourd'hui, c'est de sauver cette unité qui peut permettre des traitements différents pour les enfants qui ont été dans la situation de mon fils. Je n'exclus pas le fait d'attaquer l'hôpital derrière, mais rien ne fera revenir mon fils. Et c'est pas une finalité. Mon fils avait dit qu'il voulait pas être mort pour rien. Donc je mènerai un combat, mais un combat plus général qu'un combat pour rien finalement, parce que qu'est-ce que l'hôpital va me donner? Rien. Ce que je veux, c'est que ça s'arrête pour les autres enfants. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans Améthyste et que j'en ai pris la présidence. L'association existe depuis très longtemps parce que le service de Nicole de Lépine a été mis en difficulté de manière régulière avec des soutiens qui viennent pour sauver ce service, parce que ce service dérange, parce qu'on est bien dans une situation de monopole, c'est ce qui se passe, et que évidemment, quand elle propose des choses alternatives et qu'elle n'est pas dans le moule, c'est pas forcément accepté. Donc Améthyste se bat aujourd'hui pour que ce service ait surtout les traitements individualisés, ça veut dire un traitement adapté et à la fois à la tumeur, mais surtout aux patients. Ça, c'est quelque chose qui nous avait marqué avec mon fils. C'est quand on a dit au médecin, mais vous nous proposez un protocole, docteur, mais est-ce que mon fils va guérir? Il dit, madame, je ne peux pas vous dire si votre fils va guérir. Un traitement, c'est corps dépendant. Alors, c'était le débat qu'on avait avec Arthur. Si c'est corps dépendant, pourquoi vous me donnez le même traitement que le voisin? Donc, même quand on n'est pas médecin, même quand on n'est pas là-dedans, on a ce ressenti qu'on est traité d'une manière industrielle. Mais on n'est pas des patients identiques. Parce que si on était identiques, quand vous prenez de l'aspirine, vous seriez guéri, et puis vous n'auriez pas besoin de prendre autre chose qui marche mieux ou qui marche moins bien sur vous en fonction de ce que vous êtes, de votre biochimie personnelle et de tout le reste. Donc la différence, elle est là, c'est que quand, ici, on fait une chimio, si la chimio ne donne pas les résultats attendus, on va la changer, on va l'adapter, on va réagir par rapport au patient qui est en face de nous. Et on va le faire adhérer à ces traitements. C'est la première chose qui nous avait frappé quand on était ici, c'est que quand Arthur a été reçu par le docteur de Lépine, on a discuté des traitements qu'on pouvait mettre en place. Et Arthur était réfractaire à la radiothérapie. Donc Nicole de Lépine lui dit bon écoute Arthur, ok, tu veux pas faire, mais moi j'ai pas 36 000 alternatives, voilà ce que je peux te proposer comme traitement, voilà les choses qui peuvent marcher. Maintenant, la radiothérapie, c'est quand même quelque chose qui peut t'améliorer, je comprends que tu sois pas content, on peut en faire un minimum, on peut essayer de voir comment tu réagis. Et elle lui a dit, mais si tu refuses la radiothérapie, on fera pas de radiothérapie. Donc c'est ça la grosse différence, c'est qu'on est pris comme un patient à part entière. D'ailleurs, je disais souvent à Arthur, tu le verras pas souvent, ça, Arthur, un médecin qui t'ausculte et qui te demande si c'est normal, si ça c'est normal. J'ai dit, bientôt elle va te faire dire 33 et profites-en parce que ça n'arrive plus. Mais parce qu'aujourd'hui on n'examine même plus les patients. On fait des analyses, on les analyse dans un coin et on vous prescrit un traitement. Donc c'est pour qu'une telle manière de soigner soit maintenue que je me bats aujourd'hui.
Parce que la bataille contre le monopole des traitements dans l'oncologie, mais c'est un combat qui est même plus large que l'oncologie. C'est dans la santé en règle générale. Aujourd'hui, on est dans le monopole et dans le protocole. Et c'est contre ça qu'Arthur m'avait demandé de me battre. Alors, un traitement qui est corps-dépendant, ça veut dire que si on vous donne un traitement, votre biochimie va réagir d'une manière différente en fonction de ce que vous êtes vous-même. C'est ça. Donc, la logique qui consiste à dire on vous donne un protocole, mais on ne peut pas vous dire s'il va marcher parce qu'en fait, ça va dépendre de ce que vous êtes vous personnellement, mais on va quand même vous appliquer le même protocole que votre voisin, c'était une logique qu'Arthur n'acceptait pas du tout. Et c'est ce qui nous a alertés sur la santé aujourd'hui. Je pense que si Arthur avait été soigné ici en première main, Arthur aurait très largement augmenté ses chances de survie. Parce qu'Arthur avait un cancer qui a un taux de survie très important. Donc, sur lequel, bon, sa tumeur était complexe, mais Arthur avait un séminome, et quand vous regardez les séminomes, c'est 95% de chances de survie. Donc, après, il peut y avoir des complications, la tumeur était complexe, mais je pense que oui, bien sûr, il aurait très, très, très largement augmenté ses chances de survie. Surtout qu'il réagissait très, très bien à la chimio, en première main. Donc effectivement, le séminome, le traitement habituel, c'est 6 cures de chimiothérapie, radiothérapie ou opération. Et en tout état de cause, on ne laisse pas un résidu tumoral. Arthur a eu 4 cures de chimio, dont avec 3 produits. Un des produits, il n'a eu que 3 cures parce qu'il n'avait pas pu le démarrer au départ compte tenu de son état. Et ni radiothérapie, ni opération. Et on lui a laissé un résidu tumoral dont on surveillait s'il continuait à régresser. Et en réalité, quand en novembre, on a revu le médecin avec Arthur qui avait à la fois une fatigue chronique et à la fois le fait que la tumeur avait arrêté de régresser. Ce qui pour moi sont 2 signes suffisamment patents qu'éventuellement il y avait un grave problème. Donc il n'a pas été pris en compte au mois de novembre jusqu'au mois de janvier, sachant que le temps de doublement d'une tumeur sur un organisme jeune et sur ce type de tumeur, c'est 15 jours. Donc quand on l'a laissé 4 mois et qu'au départ, quand il restait un résidu tumoral, c'était 1,5 cm, quand il a été rediagnostiqué, c'était 10. Sauf que dans la tumeur qu'il a eue en deuxième en rechute, au-delà de 5 cm, les chances de survie à 12 mois étaient de 0. Donc bon, comme disait Arthur, maman n'est pas des stats, le tout c'est du bon côté. Donc on va se battre et on va faire ce qu'on peut. Et on est arrivé, donc Arthur a été diagnostiqué pour sa rechute en février 2012 et on est venu sur Garches en mars 2012, 2 jours avant son anniversaire en fait. Et donc Arthur a été suivi dans le service du docteur de l'Épine de mars 2012 à décembre 2012. Alors, actuellement, on a plusieurs sénateurs qui ont fait des questions orales ou des questions écrites à Madame la Ministre, sur lesquelles elle a répondu des choses qui étaient erronées. Donc, on a fait une réponse globale à l'ensemble des sénateurs, en rectifiant les données, notamment sur le nombre de patients soignés dans le service. Donc, on estime à 7% de l'ensemble des cancers pédiatriques en France, c'est-à-dire 2005, de patients qui contactent le service du docteur de l'Épine. Donc, ce n'est pas un petit chiffre, ce n'est pas 20 patients à l'année, comme l'a dit Madame la Ministre, c'est beaucoup plus de patients. Ce sont des appels tous les jours pour des deuxièmes avis, pour savoir ce qu'il faudrait faire, si le traitement qui est donné par ailleurs convient ou ne convient pas. On a sollicité Madame la Ministre à plusieurs reprises. Alors, curieusement, elle ne nous répond jamais. Les courriers ne sont même pas signés de sa main. Et elle nous dit, je vous conseille de contacter l'ARS qui vous recevra. Voici le numéro de téléphone de l'ARS. Prenez contact avec le responsable, mais ce sera peut-être un de ses collaborateurs qui le recevra. On a fait des manifestations, elle n'a pas daigné venir. On a une pétition de plus de 20 000 signatures qu'elle n'a pas souhaité recevoir. Et aujourd'hui, donc, on a sollicité Martin Hirsch en tant que directeur de la PHP. Donc on a été reçu par son directeur de cabinet, qui nous a confirmé à ce jour qu'il comptait suivre la ligne qui lui a été dictée par son ministère de tutelle, c'est-à-dire le démantèlement de l'unité. Et quand je lui pose la question,
Mais monsieur, vous avez été sollicité par des élus. Les élus sont les représentants du peuple. Jusqu'à nouvel ordre, la finance publique et la santé publique, elle doit refléter ce que souhaitent les citoyens. Vous n'en tenez pas compte? Il m'a répondu non, et je suis droit dans mes bottes. Alors, comment est-ce que la ministre arrive à donner des mauvais chiffres? C'est un mystère qu'on n'a pas résolu, qu'on n'est pas parvenu à résoudre. Est-ce que ce sont des chiffres qu'elle prend à la volée dans un dîner, ou est-ce qu'elle demande effectivement des chiffres réels à la PHP? Ça, on n'en sait rien. Mais enfin, ça ne la gêne pas du tout d'aller devant les sénateurs, donner des chiffres erronés et de défendre sa position avec des chiffres erronés. Mais on ne sait pas d'où viennent les chiffres. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans l'oncologie pédiatrique, mais c'est vrai de nombreux autres sujets en France, c'est qu'on a installé des agences en France, notamment une agence régionale de santé, puis l'INCa, un institut national pour le cancer. Ces gens-là, ils sont indépendants des politiques. Il n'y a pas de politique qui siège dans ces instances-là. Et ce sont des fonctionnaires qui font la politique de la France. Ce ne sont plus les élus. Et c'est pour ça qu'on ait un gouvernement de droite ou de gauche, on continue sur une telle logique. Alors à moins d'avoir un ministre qui dit non, moi je m'oppose à ça et j'impose à l'INCa ou à l'ARS de suivre une ligne que je vais dicter, autrement on peut changer de gouvernement, la ligne sera la même. Donc ce sont les mentalités qu'il faut changer. Il faut que nous, en tant que citoyens, on n'accepte pas d'être gouvernés par des fonctionnaires. Et c'est là que le combat se mène aussi.